Bonjour à tous, je suis Caroline Berbon, infirmière de pratique avancée au Gérontopole au CHU de Toulouse. Nous vous proposons cette vidéo tuto pour la base de données fragilité qui vous présentera les dernières nouveautés de la base. Pour rappel, quand vous voulez vous connecter à la base de données, il faut donc être un professionnel de santé et être inscrit sur l'application iCop Monitor. Vous pourrez ensuite avoir accès à votre compte sur la base de données avec les mêmes codes que l'application iCop Monitor. Donc l'adresse s'affiche en haut. Ici, bien sûr, je vais vous présenter une base test qui présente donc des données fictives et des patients fictifs, bien sûr. Donc, il suffit de cliquer sur Se connecter, d'en rentrer votre adresse mail et votre mot de passe. Encore une fois, il s'agit de vos codes d'accès à l'application iCop Monitor. Sinon, vous pouvez utiliser vos codes de Pro Santé Connect et vous cliquez sur Entrée. L'écran d'accueil de la base de données, c'est toujours le tableau de gestion des alertes. Les alertes qui sont générées par les étapes 1 que vous réalisez sur l'application ou les étapes 1 effectuées en auto-évaluation par les seniors dont vous avez la charge ou les étapes 1 réalisées par vos équipes si vous partagez les informations à plusieurs professionnels de santé. Bien sûr, les étapes 1 qui sont présentées sont logiquement des étapes 1 altérées puisqu'il s'agit des alertes. C'est-à-dire que l'étape 1 montre une altération à un des domaines du test de repérage. Donc, vous avez ligne par ligne chaque étape 1 avec le nom du participant, son prénom, sa date de naissance, un bouton d'accès à l'ensemble du dossier du participant, on reviendra dessus tout à l'heure, la date de l'alerte qui correspond à la date de réalisation de l'étape 1, son statut, je vais revenir dessus, la tendance, je reviens dessus également, les dernières actions, le centre de l'étape 1, c'est donc globalement le professionnel de santé qui a réalisé l'étape 1 ou le centre que vous avez enregistré et je reviendrai sur cette information. Et puis le bouton d'alerte, le bouton de formulaire d'alerte. Alors, plusieurs particularités à ce tableau. Le statut. En rouge, vous voyez ici les alertes non traitées. Une alerte non traitée, c'est une alerte pour laquelle personne n'a rien fait encore concernant cette altération. Une alerte traitée à l'opposé en vert, c'est une alerte qui ne nécessite plus l'intervention d'un professionnel de santé. Elle est classée, on ne reviendra pas dessus. Enfin, l'alerte en cours en orange est une alerte qui globalement est en cours de traitement, c'est-à-dire par exemple s'il faut joindre le médecin, on a déjà essayé de joindre le médecin du participant ou nous avons besoin d'informations complémentaires dans le dossier participant. Nous sommes en cours de récupération de ces informations, mais l'action n'est pas terminée. Nous allons devoir revenir sur cette gestion d'alerte. Par contre, nous classons en alerte traitée quand on programme un step 2, mais que le rendez-vous n'a pas encore été effectué. Le rendez-vous est programmé, on ne reviendra pas dessus, c'est traité. Ce qui est important dans la gestion d'alerte, c'est qu'on voit bien apparaître le fait que l'alerte est traitée. C'est ce qui notamment permet pour les utilisateurs de la base de données d'être facturés dans le cadre d'une gestion d'alerte pour une étape 1 réalisée en auto-évaluation ou par un non-professionnel de santé. Je vais vous montrer ensuite comment changer ce statut. La tendance ici n'existe et n'apparaît que pour les étapes 1 de suivi. Ici, vous voyez, c'est une étape 1 de suivi puisqu'une tendance apparaît, elle est en rouge, c'est que l'étape 1 s'est dégradée par rapport à la fois précédente. Elle serait en vert si l'étape 1 s'était améliorée et en orange si elle était stable. Il faut savoir que la tendance est affichée de la manière la plus péjorative. En clair, tous mes domaines sont stables ou améliorés sauf un qui s'aggrave. La tendance est à l'aggravation en rouge pour pouvoir sensibiliser les professionnels de santé à la moindre alerte. La colonne dernière action vous montre la date à laquelle une action a été effectuée, la dernière action effectuée concernant cette alerte. Ici, par exemple, pour le 7 mars, elle a été traitée, l'action est terminée. Ici, le 16 avril, l'action est en cours et la dernière fois que quelqu'un s'est penché sur cette action, c'était le 16 avril.
Ce statut peut donc être changé à partir du bouton Alerte. Vous cliquez dessus, un formulaire apparaît avec la date de l'alerte, le patient concerné, pardon, le participant concerné et la date de l'étape 1, les domaines altérés, le statut et la date de prise en charge. Ici, c'était non traité. Je vais aller à Ajouter. Et comme j'ai appelé, le participant, j'ai fait le point ou par exemple, je suis un infirmier libéral, j'ai effectué l'étape 1 chez le participant et j'ai immédiatement traité l'alerte, c'est-à-dire que, par exemple, je lui ai donné un rendez-vous pour son étape 2, elle est traitée, je viens juste noter ce traitement. Voilà le minimum d'informations qui est demandé. Ensuite, ce formulaire est beaucoup plus développé et vous pouvez enregistrer toutes les informations qui vont vous permettre de suivre le participant durant les mois à venir. Par exemple, je peux noter la cognition était altérée pour, cette personne, je l'ai traitée et je peux noter par exemple: «A déjà un rendez-vous en consultation mémoire». Ce qui me permet la fois suivante, eh bien, de m'informer du résultat de cette consultation, par exemple. Mais au-delà, le formulaire continue. Vous pouvez notamment, ce qui est intéressant, répertorier les alertes vraies, des alertes fausses. Je rappelle qu'une alerte fausse, c'est une alerte avec une erreur de réalisation du test, une erreur de saisie ou une autre raison. Une alerte vraie, c'est toute alerte qui a été, qui fait l'objet d'une étape 1 correctement menée. Donc par exemple, ici, cognition et mobilité. Par contre, eh bien, s'il y a déjà un suivi réalisé, l'alerte est non avérée, je n'aurai pas besoin de poursuivre mon action, reste qu'elle était vraie. Voilà, ce formulaire, j'insiste, vous pouvez le manipuler comme vous le souhaitez, en fonction de vos besoins. L'important par contre, c'est de bien enregistrer les alertes traitées. Je vais cliquer sur «Ajouter», je sauvegarde et ça s'enregistre. Et si je ferme mon formulaire, donc je vois qu'il y a une action qui a été enregistrée et que, l'alerte est passée en traité. Vous allez pouvoir, sur ce tableau, filtrer, vos alertes. Quand il y en a beaucoup, c'est toujours utile, par la date d'alerte, par la date de la dernière action, par les centres si vous en avez besoin, par le statut. Ça vous permet d'être plus au clair avec votre tableau et de le trier, c'est-à-dire alerte non traitée. À ce moment-là, n'apparaissent plus que les alertes non traitées en rouge, ou on peut basculer sur les alertes en cours, ce qui me permet de voir pour quelles alertes j'ai encore du travail. Attention pour tous les filtres de la base de données, à chaque fois que vous changez un filtre, pensez à bien, recliquer sur «Rechercher». Sinon, bien sûr, votre tableau ne se réactualise pas. Je reviendrai sur le bouton participant tout à l'heure parce qu'il est assez essentiel pour, votre prise en charge. Le deuxième tableau de bord dont vous disposez, c'est, quand on regarde à gauche, le tableau des prochaines étapes 1. Dans ce tableau apparaît l'ensemble des étapes, 1 à réaliser pour l'ensemble de vos participants qui ont un suivi en cours. Ce tableau vous montre, comme d'habitude, le nom, prénom du participant, sa date de naissance, à nouveau un accès au dossier participant. La date de la prochaine étape 1, elle est en verte ici parce qu'elle est dans, plus d'un mois. Elle serait en orange si nous étions dans un délai raccourci de moins d'un mois et en rouge si, l'étape 1 est en retard. La date de la dernière étape 1, le numéro de suivi, donc là, ce sera un deuxième suivi à effectuer pour ces personnes-là, le centre de l'étape 1 et je peux saisir, si je le souhaite, directement une étape 1 depuis ce tableau en cliquant sur le bouton de droite. À nouveau, comme pour le tableau des alertes, vous avez différents filtres qui vous permettent de trier un peu les informations. Ici, il n'y a que 3 lignes, ce n'est pas, nécessaire, mais quand on en a beaucoup plus, ça peut être très utile. Je vais donc maintenant vous montrer le dossier participant. C'est ce bouton auquel vous avez accès à chaque tableau, de bord, donc gestion des alertes et prochaine étape 1, et puis nous le verrons par un autre chemin. Donc quand je clique dessus, en fait, j'ai accès à l'ensemble du dossier.
D'une part, la fiche administrative. Cette fiche, vous pouvez la modifier si jamais vous avez des données à compléter, des informations que vous n'avez pas enregistrées dans l'application, que vous voulez corriger. Si vous apprenez de nouvelles informations qui vous sont utiles, il vous suffit d'appuyer sur modifier et ensuite vous pourrez voilà, les compléter, les changer et mettre à jour les informations. Vous pouvez également, comme vous le voyez ici, modifier le mot de passe de la personne et le lui donner convenir du mot de passe avec elle. Ici, vous avez son identifiant que vous pouvez lui redonner si elle veut s'auto-évaluer, lui permettant d'être autonome. Très important sur cette fiche participant, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer un arrêt de suivi en cliquant sur oui, la raison pour laquelle vous faites un arrêt de suivi et la date. Hem, Cela vous permet, si le patient, est décédé, il a une altération de l'état de santé, c'est-à-dire qu'il est devenu dépendant, ou s'il ne souhaite plus être suivi et rappelé dans le cadre d'ICOP, ou enfin vous l'avez perdu de vue parce qu'il a déménagé, parce que vous-même avez changé de lieu d'activité, ou parce que c'est un participant que vous n'êtes plus appelé à voir, vous pouvez, l'enregistrer et simplement cliquer sur la raison de l'arrêt de suivi. Si ça vous est utile, vous pouvez faire un commentaire. L'autre alternative, c'est le participant veut toujours être dans ICOP, veut bien que vous le rappeliez, n'a aucun problème avec le programme. En revanche, il manipule mal son mail ou ça l'angoisse de recevoir des mails ou il n'est pas autonome. Vous pouvez simplement cliquer sur envoyer les rappels à 6 mois. Non. Le participant est toujours suivi, apparaîtra toujours dans vos tableaux de suivi. Par contre, il ne recevra plus les mails de rappel de la base de données. Dernière chose concernant l'arrêt de suivi. Ici, il faut savoir que ce participant va bien sûr toujours rester dans votre file active, sera toujours comptabilisé dans vos statistiques d'activité, apparaîtra toujours dans les onglets dépistage et participants, mais n'apparaîtra plus dans les tableaux de suivi de gestion d'alerte et de prochaines étapes 1, vous permettant de ne pas avoir à le voir en permanence alors que vous savez très bien que vous n'avez pas à le rappeler et puis ça vous évite des erreurs pour un participant qui ne souhaiterait plus être rappelé. Enfin, vous n'avez pas les droits pour supprimer les participants. Si quelqu'un fait la demande expresse de ne plus voir ces informations dans la base de données, il faut forcément passer par un administrateur qui a la possibilité de contacter le référent DPO et de faire supprimer la fiche participant de la base de données. C'est des cas exceptionnels chez des participants qui ont expressément expliqué qu'ils ne souhaitaient plus qu'on conserve leurs données. Voilà pour la fiche administrative. Ensuite, vous avez un onglet comme dans un dossier patient avec prise en charge intégrée. Ici, vous voyez apparaître en haut vos étapes 1 concernant ce participant et en bas les étapes 2. Pour les étapes 1, vous pouvez voir ici les points d'exclamation qui concernent les domaines altérés et puis vous pouvez également cliquer sur le dernière étape 1 pour voir bien sûr le détail des résultats. Je rappelle que sur la base de données, vous n'avez pas l'ensemble des questions, mais bien juste les résultats de l'étape 1 en provenance de l'application. Et ce qui est très intéressant, c'est que tout en bas, vous avez la date de la prochaine étape 1 qui, par défaut, est programmée à 6 mois. Si, pour X raison, c'est un problème, vous voulez resserrer le délai entre 2 étapes 1 parce que le participant vous semble, un peu plus fragile en ce moment ou au contraire, il part la moitié de l'année ailleurs. Vous avez des vacances au moment de la passation de l'étape 1, vous pouvez modifier cette date très simplement en cliquant sur modifier et à ce moment-là, vous changez la date de la prochaine étape 1, ce sera enregistré et inscrit dans le tableau, des prochaines étapes 1 qu'on a vues tout à l'heure. Ce qui vous permet notamment de ne pas avoir en permanence des étapes 1 en rouge parce que le délai est dépassé, alors que c'est juste que vous l'avez planifié à un autre moment. Donc ça vous permet, d'avoir une vraie planification, un vrai agenda de vos prochaines étapes 1 très utile pour vous. Enfin, vous l'avez vu, vous pouvez modifier cette fiche d'étape 1, ce qui veut dire que si vous faites une erreur, sur l'application pour X raison, parce que vous avez appuyé trop vite sur l'étape suivante, parce que vous avez mal coché, vous pouvez venir la modifier et la corriger dans la base de données.
Vous pouvez également ensuite éditer un PDF de cette étape 1 que vous pouvez alors, implémenter dans votre, dossier SPICO ou, dans le dossier, patient que vous avez dans vos organisations, l'envoyer au médecin traitant, le donner aux participants et cetera. Pour les étapes 2, c'est le même, fonctionnement. Nous reviendrons sur la saisie, de l'étape 2. Mais si vous, voulez faire des modifications de cette étape 2 préalablement enregistrée, de la même manière, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier l'ensemble des informations. Je rappelle que, c'est en cliquant sur l'étape 2 que vous allez voir apparaître les onglets Entretien motivationnel et Réunion de coordination. Très simplement, l ces 2 onglets n'existent que parce qu'il y a une étape 2 qui existe. Donc ils n'apparaissent que quand vous avez enregistré une étape 2. Vous allez alors pouvoir cliquer sur Réunion de coordination. Il s'agit là d'enregistrer uniquement les professionnels de santé qui ont participé avec vous à cette réunion de coordination. On ne demande pas d'informations supplémentaires puisque cet onglet existe dans le dossier SPICO. Vous ne souhaitez pas faire de doublons. Par contre, pour la facturation, il est nécessaire de tracer cette réunion de coordination dans la base de données et d'enregistrer les participants. Alors, très simplement, vous souhaitez enregistrer un médecin, quel qu'il soit. Vous ne savez pas, par exemple, s'il est dans la base de données, parce que vous n'en avez pas discuté, vous n'en êtes pas sûr. Pas de souci. Vous allez d'abord, par exemple, sur le premier onglet. Ici, c'est les professionnels participants à la réunion de coordination inscrits dans la base ICOP. Très simplement, vous cliquez sur Ajouter. Si vous cherchez un, un médecin, par exemple, très simplement, mon médecin, je l'ai appelé médecin, et que vous le cherchez, ici, en l'occurrence, il est bien inscrit dans la base de données. Je vais pouvoir cliquer dessus et l'ajouter à la liste des participants. Êtes-vous sûr de vouloir affecter ces professionnels à la réunion? OK. Et il est apparu ici. Je peux le supprimer si je me suis trompée, bien évidemment. Si j'écris sur Ajouter et que je cherche un autre médecin, je ne sais pas s'il est dans la base de données. Par exemple, on va chercher un médecin qui s'appellerait Toulouse. Allez, on recherche. Il n'y en a pas. Je vais devoir forcément l'enregistrer dans le second onglet qui s'appelle Professionnel participant à la RCI non inscrit dans la base de données. Puisque je ne l'ai pas trouvé dans le premier onglet, je vais dans le second. Et là, je vais écrire Ajouter. Donc, mon fameux médecin qui s'appelle Toulouse, prénom, on s'en fiche, hein, c'est vraiment une base test. On peut rentrer ce qu'on veut. Hop, et je vais ajouter. Et le médecin est rajouté dans les participants à la RCI. Au même titre que si vous ne savez pas si le médecin est enregistré dans la base de données et que vous cliquez sur Ajouter comme s'il n'était pas inscrit, et je reviens sur celui dont je sais qu'il est inscrit, mon docteur médecin, prénom test, et que j'écris sur Ajouter, la base de données automatiquement me le propose. C'est bien le bon. Et donc, je vais pouvoir écrire, le sélectionner et mettre «Oui, il existe en base, ajouter le professionnel proposé». S'il me propose un médecin ou autre professionnel qui se trouve ne pas être celui que je souhaitais, eh bien, je cliquerai sur «Non, il n'existe pas en base, créer le professionnel défini». Donc, vous voyez, aucun problème que vous sachiez ou non si ce professionnel est dans la base. Dans tous les cas, soit vous allez le trouver, soit vous cliquez directement sur, le deuxième onglet et la base vous le dira s'il existe et vous proposera soit de l'enregistrer, soit d'en créer un autre si ce n'était pas le bon. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne soyez pas, inquiets. Ça, c'était pour les réunions de coordination. La dernière chose à voir
dans le dossier participant, c'est l'entretien motivationnel. Là, on en demande un peu plus. Si je crée un entretien motivationnel, on va demander de enregistrer les recommandations partagées avec le senior. Ce qui est obligatoire, c'est ça, c'est les recommandations partagées. Vous pouvez enregistrer les attentes exprimées par le senior, mais surtout, on va vous demander d'enregistrer au moins une recommandation partagée. Donc ici, c'est par exemple, faire de l'activité physique 30 minutes par jour. Motivation du senior, c'est donc le compte-rendu de l'entretien, on en a discuté ensemble. Priorité, c'est un chiffre concernant la priorité. Comme, ici, le senior concerné a une motivation moyenne, on n'est pas à 1 de priorité, on va mettre 2 ou 3. L'objectif et la progression, ça va être par exemple, hem, faire, 10 minutes par jour, dans un premier temps. Et augmenter progressivement à 30 minutes d'ici 2 mois. Suivi proposé, un rappel téléphonique par exemple, hein, à 1 mois. Suivi step 1 à 6, et cetera, et cetera. Ce qu'on a besoin, c'est que vous saisissiez au moins une recommandation, mais comme, je vous le dis depuis le début, ce qui est essentiel, c'est que la base de données vous soit utile. Donc enregistrez ce dont vous avez besoin pour faire votre suivi. Et on a fini concernant l'entretien motivationnel. Donc vous voyez dans le dossier participant, vous trouvez tous les éléments que vous avez besoin nominativement pour ce participant. Si je ferme l'étape 2, je reviens à l'ensemble du dossier. Ensuite, ce que nous devons voir, c'est les onglets que vous allez voir sur la gauche, de la base de données. Donc, le premier onglet, c'est Nouvelle étape 1. Nouvelle étape 1, ça vous permet de saisir un formulaire étape 1 directement dans la base chez un patient connu. Attention, je rappelle qu'il s'agit, d'un recueil de données et pas d'un outil de passation. Donc pour les professionnels de santé qui souhaitent réaliser l'étape 1 directement dans la base de données pour s'économiser un temps de saisie, par exemple, et parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'application, on recommande tout de même d'avoir le formulaire étape 1 sur papier à côté ou à l'écran sur PDF, parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas les questions. Donc il faut être vigilant à bien le faire. Vous allez trouver également, sur la gauche, nouvelle étape 2. C'est la même chose, un nouveau formulaire, ce coup-ci sur l'étape 2. Attention, et là j'insiste fortement, c'est pas un outil de passation. Vous allez avoir uniquement les scores globaux. ADL, par exemple. Si on va, sur la cognition, domaine cognitif évalué, oui, vous n'allez retrouver que le score global du MMSE, par exemple. Ce n'est pas du tout un outil pour faire la passation. Par contre, si vous avez réalisé votre étape 2 sur papier, ça vous permet ensuite de recueillir le minimum de données, ce qui vous permet notamment, d'être payé, et puis surtout, de faire votre suivi participant et de participer à l'ensemble des données, permettant, la recherche et les analyses statistiques de cette base. Vous trouverez, dans le guide d'utilisation les données obligatoires pour pouvoir, facturer pour un domaine. Par exemple, sur le domaine cognitif, il faut forcément avoir rempli le MMSE ou le MOCA et au moins une recommandation pour pouvoir facturer ce domaine. Sur la psychologie, c'est PHQ9 ou mini-GDS plus recommandation. Sur la mobilité, c'est SPPB plus recommandation, etc., etc. Sur la colonne de gauche, on va revenir en détail dessus. Vous avez nouvelle étape 2 via le dossier dématérialisé. Je vais revenir ensuite dessus. La fiche nouveau participant, c'est une fiche administrative qui s'ouvre pour créer un nouveau participant.
C'est nécessaire si vous voulez enregistrer une étape 1 ou une étape 2 chez un nouveau participant qui n'existe pas encore en base. De plus, ça vous permet dans certains cas de préenregistrer des participants, pour ensuite pouvoir, les évaluer, notamment sur des journées prévention organisées. Dans la suite de la colonne, vous avez la liste, les listes par exemple d'étape 1, dépistage. Donc là, ici, vous allez accéder à l'ensemble de vos étapes 1 avec les anomalies, les filtres comme tout à l'heure, par date, par centre, par type, évaluation initiale ou suivi. Attention, par défaut, les étapes 1 se présentent uniquement avec celle en alerte. Il faut pousser ce bouton vers la gauche pour voir apparaître les étapes 1 normales. Vous voyez à droite, les 2 premières ont disparu parce que je n'ai que les étapes 1 altérées. Si je passe à gauche, les étapes 1 normales apparaissent. Vous pouvez créer depuis ici un nouveau formulaire étape 1. On retrouve la même chose pour les étapes 2 avec les mêmes filtres et l'ensemble des étapes 2 que j'ai effectuées. Je reviendrai sur le bouton import tout à l'heure. Vous allez trouver la liste de vos entretiens motivationnels. Je ne le reprécise plus, mais à chaque fois, à nouveau, vous avez des filtres et pensez bien à cliquer sur rechercher si vous changez de filtre. La liste des réunions de coordination et la liste des participants qui vous donne accès, comme le bouton participant dans les tableaux de bord, à l'ensemble du dossier participant avec le dossier, la prise en charge, les alertes et si vous allez sur prise en charge, les steps 2 avec les entretiens motivationnels et la réunion de coordination. Je ne l'ai pas reprécisé, mais je le redis ici, vous pouvez accéder au formulaire d'alerte ici, quand il y a bien sûr eu une étape 1 chez le participant. Ici, vous avez la liste de vos centres si vous en avez plusieurs. Puis, on arrive sur le tableau de bord des alertes que je vous ai montré tout à l'heure, le tableau de bord des prochaines étapes 1, les statistiques étape 1 qui vous donnent quelques chiffres de votre activité et l'ensemble des chiffres de la base, ce qui vous permet comme ça de pouvoir afficher quelques éléments de résultats de l'étape 1 avec des fréquences, des moyennes calculées. Voilà, par exemple. Très simplement, ça vous permet d'avoir quelques chiffres pour vous et puis pour si vous avez des présentations. La même chose pour les étapes 2, avec évidemment des statistiques plus détaillées puisqu'ils concernent les différents domaines, les différents résultats. Et enfin, un indicateur d'activité qui regroupe le nombre de questionnaires, le nombre de participants impliqués. Vous pouvez enfin aller sur votre compte qui vous permet de voir vos données enregistrées, les modifier éventuellement euh, pour votre accès à la base de données. La dernière chose, et non des moindres, à voir quand on parle de la base de données, c'est le dossier, ce qu'on appelle le dossier dématérialisé. Vous y accédez par ce bouton Nouvelle étape 2 via le dossier dématérialisé. J'ai préenregistré l'onglet. Cet onglet, ne vous inquiétez pas, pour l'instant, il est marqué non sécurisé, mais il est bien sûr sécurisé. Vous pouvez l'enregistrer dans vos favoris, ce qui vous permet ensuite, hors réseau Internet, d'accéder à votre dossier par les favoris. Alors, ce dossier reprend tout le dossier papier de l'étape 2. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire dans l'ordre affiché et vous n'êtes pas obligé de faire tout. Puisque, par domaine, si vous descendez, au début, il y a toutes les généralités administratives, etc. Et si vous descendez, par domaine, on va trouver la même chose que dans la base de données. Est-ce que le domaine a été évalué, oui ou non? Si oui, tout l'onglet s'ouvre et à chaque domaine, on vous précise les informations obligatoires pour la facturation. Attention, ce test est obligatoire pour la facturation de l'évaluation de la vision, par exemple, et c'est valable pour l'ensemble des domaines. Les généralités qu'on peut dire également sur ce dossier, c'est que si vous remplissez par exemple les échelles d'audition, le FRID, l'échelle SPPB, etc.,
les calculs se font automatiquement. C'est-à-dire que si on prend, l'audition par exemple et que je commence à remplir avec mon participant, vous voyez en bas le score qui se modifie à fur et à mesure que je le remplis, et c'est valable pour tous les scores. L'IMC se calcule aussi automatiquement une fois que vous avez rentré, la date, pardon, le poids et la taille. La vitesse de marche se calcule aussi. Donc à nouveau, le MNA, c'est pareil, hein, le calcul se fait au fur et à mesure que vous le remplissez. Voilà, vous rentrez les réponses et le calcul va se faire au fur et à mesure. On ne va pas le faire en entier pour pas que ça soit trop long. Là, il est à 6 sur 14. Le total est bien à 6 sur 30. Et donc quand vous descendez, voilà, il apparaît dans la synthèse. Attention, les recommandations sont à saisir manuellement. Seuls apparaissent automatiquement les résultats des échelles et il apparaît également de manière automatique dans le courrier. Si. Une fois que vous avez enregistré votre évaluation, enfin, saisi votre évaluation, pardon. Alors, on va créer un dossier fictif. Par exemple, ben, on va mettre moi, comme ça au moins je ne suis sûre de ne pas être dans la base. Évidemment, c'est pas la bonne date de naissance, hein, bien sûr. Merci. Tac. Donc, par exemple, j'ai saisi cette évaluation, je vais vouloir la finaliser. Plusieurs choses. Vous avez des boutons en haut. Le premier bouton est très pratique, c'est le sommaire, ce qui vous permet d'accéder à n'importe quel domaine, par exemple, sans passer tout le dossier comme je viens de le faire. Vous pouvez générer votre bilan entier, l'ensemble de l'évaluation en PDF. D'accord? Là, c'est une impression, il suffit d'enregistrer au format PDF. Vous allez pouvoir faire la même chose uniquement pour la synthèse, le tableau où s'implémentent les résultats. Vous pouvez faire la même chose uniquement pour le compte-rendu qui apparaîtra très simplement, sans logo, sans rien. Vous l'enregistrez, vous pouvez ensuite aller faire des modifications, rajouter notamment, si besoin, vos logos. Autre chose, vous pouvez bien sûr sauvegarder le patient et c'est ce que vous devez faire en fin d'évaluation. Cette sauvegarde va enregistrer un fichier texte dans votre ordinateur. Ce fichier texte, vous allez pouvoir le rappeler en écrivant « Trouver patient », ouvrir toujours votre fenêtre sur les téléchargements et vous retrouvez ce fichier texte. Ce qui vous permet en fait de faire les modifications que vous voulez dans le dossier et de chaque fois re-sauvegarder le dossier. Vous voyez, il en a créé un deuxième. À chaque fois, c'est un fichier texte. Vous avez vu, quand vous voulez le lire sur l'ordinateur, il est illisible. Il faut que vous passiez par Trouver patient. Et si je veux ouvrir le dernier, j'ouvre ma fenêtre sur Téléchargement, je clique sur le dernier et je l'ouvre. Ça, c'est pour la sauvegarde et pour retrouver le patient. La dernière chose que vous allez pouvoir faire avec ce dossier dématérialisé, c'est implémenter les données automatiquement dans la base de données. Pour cela, 2 étapes. La première, je clique sur le bouton JSON et j'ai fait exprès. Il m'annonce qu'il manque des données obligatoires. Tant que cette fenêtre s'ouvre, c'est que les données obligatoires ne sont pas dans votre dossier ou pas au bon format. Donc le nom et le prénom, c'est fait. La date de naissance, c'est fait. La date de visite, c'est fait. Il me manque tout le reste. Donc le code postal, le type de suivi, le sexe et le patient a-t-il accepté la notice d'information. Ce n'est pas précisé, mais la base de données va vous demander à minima un numéro de téléphone ou un mail. Si vous avez des difficultés pour le mail, remplissez un mail fictif tel que celui-ci. Le téléphone, bien sûr, il faut toujours l'enregistrer, hein, sinon il n'y a pas de suivi. Donc, le patient a-t-il accepté la notice d'information? Oui, ça fait partie des données obligatoires. Le code postal, ça fait partie des données obligatoires.
le type de step 2, donc ici initial, et on a dit qu'il manquait également le sexe. Voilà pour les données obligatoires. Et là, vous allez recliquer sur JSON. Ce coup-ci, j'ai tout. Il vous enregistre un petit dossier qui s'appelle modèle extract.json. Ne cherchez pas à lire ce fichier depuis votre ordinateur, il ne pourra pas. Voici la première étape de sauvegarde de votre étape 2 dans la base de données, d'enregistrement des informations dans la base de données. J'ai saisi mon dossier sur le dossier dématérialisé, j'ai appuyé sur JSON. Maintenant, je retourne dans la base de données. Je me mets sur la liste des questionnaires STEP 2 auxquels j'ai accès par la colonne de gauche et je vais appuyer sur ce petit bouton qui s'appelle Import étape 2. Je clique dessus. Ma fenêtre téléchargement s'ouvre. Si elle ne s'ouvre pas, il faut chercher la fenêtre des téléchargements. Ici, parfois, le dossier s'ouvre, la fenêtre s'ouvre sur vos fichiers texte, par exemple. Attention, il vous faut vraiment vos fichiers JSON. Donc, vous allez ici et vous cliquez sur tous les fichiers pour voir apparaître l'ensemble de vos informations. Sinon, vous cliquez comme moi uniquement les JSON. Mais attention, je répète, la base de données ne pourra pas implémenter des données dans un autre format que le format JSON. Si elle ne le fait pas, c'est à coup sûr, pardon, parce que votre fichier n'est pas au bon format. Et là, je vais cliquer sur ce petit fichier, je mets ouvrir, j'attends un peu, et vous voyez, on m'annonce l'évaluation étape 2 a été importée avec succès. Je suis ici. Si je clique dessus, les données sont remplies. Sachez que dans le dossier d'évaluation dématérialisé, il n'y a pas de données obligatoires. Ce que je n'ai pas rempli apparaît en données manquantes dans la base de données. Je vous encourage à l'utiliser parce que c'est très très rapide. L'ensemble des commentaires du dossier dématérialisé n'est pas implémenté dans la base hein, parce que c'est un minimum de données. Et comme ce participant était un nouveau participant, en plus, je vais le retrouver dans ma liste des participants. La base de données a automatiquement créé un nouveau participant, ce qui vous fait un gain de temps important. En revanche, si je veux faire une évaluation pour un participant déjà connu, à qui j'ai réalisé récemment une étape 1, malheureusement, dans le sens contraire, je ne peux pas appeler depuis le dossier d'évaluation dématérialisé un participant existant dans la base de données. Vous allez devoir recréer entièrement toutes les informations concernant ce participant. Donc là, je fais exprès de prendre un participant que j'ai déjà en base, qui se trouve être un monsieur, 5. La date, on va laisser la même. Et donc, j'oublie pas, je vous rappelle, il faut mettre le code postal en données obligatoires, le numéro de téléphone ou le mail. Le patient a-t-il accepté la notice d'information? Le type de step et le sexe, en l'occurrence ici, masculin. À nouveau, je vais appuyer sur zone. Avant, je rappelle, j'insiste, n'oubliez pas de sauvegarder. J'appuie sur zone. Mon petit fichier JSON apparaît. Je vais aller dans la base. Je vais sur ma liste des dépistages. Hop, je reviens dessus. J'importe mon étape 2. C'est donc mon tout dernier fichier JSON. J'ouvre. J'attends un peu. Et voilà. Il me dit, parce que je le sais, j'ai fait exprès, c'est un participant existant. Un participant déjà enregistré dans le système a les mêmes noms, prénom, sexe, date de naissance que le participant dont vous importez les données. Et donc là, je vais pouvoir associer les données importées à ce participant en cliquant ici. Et voilà, l'étape 2 a été importée avec succès. Une question récurrente concernant enfin ce dossier dématérialisé va être « et j'ai fait mon JSON, j'ai implémenté mes données dans la base et je m'aperçois que j'ai fait une erreur. »
Alors, premier conseil, ne faites le JSON qu'une fois que vous êtes sûr d'avoir finalisé votre évaluation. Vous êtes revenu dessus à la maison, vous avez complété, etc. Vous avez corrigé. C'est un premier conseil. Sachant que vous pouvez sauvegarder plusieurs fois, on l'a vu tout à l'heure, et ensuite revenir sur ce patient en cliquant sur Trouver patient. Si vous avez fait votre JSON pour votre dossier et que vous vous en rendez compte de vos oublis et de vos erreurs ensuite, vous pouvez venir appeler le patient dans le dossier dématérialisé et modifier votre évaluation. Par contre, vous l'avez vu, vous n'allez pas pouvoir refaire un JSON dans la base parce que la base de données va vous dire que ce step 2 existe déjà et que donc il ne peut pas l'implémenter. Je peux vous montrer, hein, mais si je réessaye de mettre cette évaluation dans la base, c'est exactement la même, hein, j'ai rien changé. Il me dit à nouveau qu'il existe et là, vous voyez, import annulé, l'évaluation étape 2 que vous souhaitez importer existe déjà en base, puisque c'est la même date de réalisation, le même nom, prénom, etc. Et surtout la même date de réalisation. Donc je ne peux pas l'importer une deuxième fois. Donc j'ai fait mes modifications dans mon dossier dématérialisé et je vais venir dans la base, cliquer sur mon étape 2 et simplement modifier les données dans la base de données. Donc, vous voyez, il y a une solution à tout, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous allez pouvoir modifier. Il n'y a pas d'erreur, c'est pour ça qu'on vous encourage beaucoup à utiliser les outils. Si vous faites une erreur, vous pouvez venir la corriger directement dans la base et modifier vos informations. Enfin, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais comme l'étape 1, vous pouvez enregistrer un PDF de l'étape 2 et le mettre dans votre dossier participant ou votre logiciel métier, Spico, etc. Voilà, c'est juste les résultats de l'étape 2. Voilà, je crois vous avoir dit l'ensemble des informations qui concernent la base de données. Toutes ces informations se retrouvent dans le guide d'utilisation que nous avons fait. N'hésitez pas à nous remonter les informations, les questions que vous souhaitez nous remonter. Je répète et j'insiste, mais il n'y a pas d'erreur dans la base de données. Vous pouvez corriger. S'il y a des suppressions de dossiers à faire, il faut nous contacter. Au même titre que si vous enregistrez plusieurs fois les mêmes informations, par exemple dans l'application, et que vous avez peur de faire des doublons, n'hésitez pas à contacter vos administrateurs qui peuvent gérer, vous fusionner les dossiers. Voilà, je vous remercie de votre attention. À bientôt.